voyez, on va essayer de faire un petit tour sur la configuration concernant la partie système. Donc on va parler sur la partie sauvegarde et backup, configuration heure, mot de passe, comment on peut faire ces configurations-là. Il y a aussi la partie DHCP. Ensuite, on va voir la partie stratégie d'appel. Alors, c'est quoi la différence entre les différentes lignes et quand est-ce qu'on peut utiliser une ligne, aux préférences une ligne au lieu qu'une autre. On va voir le DID number et comment on peut utiliser, par exemple, pour voir, pour gérer la notion des SDA, si on a un type trunk avec plusieurs numéros ou bien un accès primaire ou un accès de base avec des numéros secondaires. Et on va voir comment configurer un softphone, même avec une solution comme OpenVox, voir les limites, c'est quoi les risques de sécurité et comment on peut l'utiliser pour faire un peu de la mobilité. Alors on va commencer par la partie système qu'on a dit. Donc alors quand vous accédez à votre OpenVox comme vous avez eu hier avec Ashraf, vous avez accès à votre dashboard, où vous pouvez voir les indicateurs. Donc de l'utilisation par exemple la RAM, mémoire. Donc là ici il faut être vigilant, il faut voir si vous avez une utilisation excessive qui atteint les 90% ou les 85%, pour voir que vous devez upgrader votre système ou bien voir est-ce qu'il y a une nouvelle mise à jour qui peut alléger un peu votre utilisation système ou bien carrément est-ce que vous devez upgrader vers une version plus performante de votre IPVX. Vous avez la partie local storage et la consommation de disques utilisés. Et on a les différents points que Ashraf a affiché hier, la partie type device, les active calls, s'il y a une call active, s'il y a un effet exotrinque, par exemple ici, dans notre cas, on n'a qu'un seul ligne FXO qui est plugué, donc vous avez le nombre. Donc alors, il y a la partie network. Si vous vous rappelez, avec Ashraf hier, quand vous avez vu comment accéder et activer accéder à votre OpenVox, il faut utiliser déjà l'adresse IP qui est par défaut chez le constructeur, c'est 192.168.101.1. Vous, par exemple, dans notre exemple, vous pouvez vous donner une adresse IP euh, statique point 201.2 par exemple, y accéder et y modifier pour remettre l'adresse correcte. Dans notre cas, nous avons parti sur l'adresse 201. Alors, comme vous voyez, il y a la partie LAN, vous choisissez le type. Bon, il y a la partie TLCP, mais c'est vraiment non recommandé de le faire parce que l'approvisionnement des postes téléphoniques et tout ce qui est gestion des appels, il se base sur l'UC, sur l'OpenVox. Et s'il y a une adresse IP non statique et dynamique, ça peut pas marcher en fin de compte. Vous devez à tout moment, s'il y a un changement d'adresse IP sur l'OpenVox, changer l'adresse de provisioning sur tous les postes. Donc il est fortement recommandé de configurer une adresse IP statique. Il y a la possibilité intéressante sur OpenVox, c'est d'activer le service DHCP. Alors, si vous avez un environnement dont vous n'avez pas un service DHCP, ou bien si vous souhaitez gérer séparément votre pool de téléphonie au lieu de le gérer avec votre serveur AD principal ou bien votre serveur DHCP principal, il est de préférence de configurer le DHCP server. À noter que vous pouvez l'utiliser même pour les autres systèmes. Donc, vous pouvez utiliser ce service DHCP pour les PC ou pour les autres postes si vous n'avez pas un serveur DHCP dédié. Comme j'ai expliqué, il faut voir quand on va utiliser le DHCP, s'il est sollicité fortement, ça va impacter un peu la partie système. C'est pour ça que il faut être vigilant sur cette partie de vérifier euh, l'utilisation de CPU de mémoire. Généralement, le service de ACP ne consomme pas énormément, sauf si vous avez un souci ou un problème
de sécurité sur votre réseau. S'il y a une attaque, c'est là où vous verrez que votre service DHCP va être épuisé. Sinon, vous pouvez utiliser cette alternative, comme j'ai expliqué au début, pour vous faciliter la configuration des téléphones si vous ne disposez pas de, de DHCP. Comme vous voyez, il n'y a pas les fonctionnalités avancées de DHCP, l'exclusion des adresses ou bien la réservation. C'est purement utilisé en cas de secours. Alors, on a les principales champs sont la starting IP adresse. Donc, comme vous voyez, vous pouvez donner la, la pool, par exemple. Ici, on peut prendre notre exemple. Pour s'éloigner un peu de ma pool, de mon propre serveur DHCP. 250. Alors, l'ISTIM, c'est ce qu'on dit, nous, bail en français. C'est la durée sur laquelle l'adresse IP sera réservée pour un poste. Alors, donc, ce qu'on veut dire par ça, c'est que si un poste, on lui donne une adresse, par exemple 192.168.1.205, cette adresse n'est pas réutilisée pendant ce bail. À noter que si le poste est toujours actif, il peut redemander le prolongement de cette adresse-là et il gardera son adresse. À noter que tout ça se passe transparent et vous n'avez rien à faire. Mais c'est juste à noter que si vous avez trop de déconnexions et connexions des postes, les adresses IP ne sont pas libres immédiatement, mais elles sont libres après la fin de ce bail. Alors si ce bail il est trop long, il faut noter que si vous avez trop de changements ou trop de postes qui se connectent sur votre réseau, vous risquez d'épuiser votre pool d'adresses. Et si vous avez encore mis un listing qui est très très faible, vous risquez d'avoir trop de trafic DHCP parce qu'à chaque moment, les postes doivent demander le renouvellement de leur adresse. Dans le DNS 1, on renseigne notre serveur DNS principal, DNS2, le DNS secondaire. Donc, en cas de problème sur le premier DNS, le deuxième va prendre le relais. On a aussi la possibilité de configurer les serveurs Wins de Windows. Bon, aussi, et on peut et on renseigne la gateway pour que les postes ou bien pour les téléphones peuvent y accéder à l'internet. Alors on fait save update pour la pool. Elle est toujours inactive, il faut pas oublier de cliquer sur enable d'HTTP. À noter que pour que le statut passe en actif, il faut redémarrer le Ponvox. Il faut aussi noter que si vous faites un upgrade de votre firmware, ça risque de désactiver le DHCP. Alors donc, si vous avez déjà lancé vous avez activé votre DHCP et vous l'utiliserez, si vous faites une action majeure sur l'OpenVox, il faut vérifier est-ce que le DHCP est toujours connecté. Alors on va cancel cette configuration. Quand vous voyez, si normalement ici, vous pouvez voir si on a lancé le service DHCP, tous les clients qui sont connectés, vous pouvez le voir d'ici, et vous pouvez les cliquer ou bien les supprimer si, comme j'ai dit, vous avez un problème de pool ou s'il y a des adresses qui sont pas connectées. Et on peut faire de la réservation par adresse MAC de quelques postes si vous avez par exemple des postes critiques ou si vous voulez que l'adresse IP d'un poste ne change pas, alors vous pouvez faire une réservation directe depuis ici. Donc par exemple ici, on peut dire que le hostname c'est euh, standardiste. On fixe l'adresse, oui. On le ici. On fixe l'adresse MAC.
suis en train de configurer l'adresse MAC de mon poste téléphonique. On fera le test. Je pense qu'on a oublié un chiffre. 0C 383. Alors voilà, il faut faire les deux points entre les différents blocs de la MAC adresse. Comme j'ai expliqué, notre service il est toujours inactif. On va essayer de redémarrer notre UC 300 pour l'activer. Comme j'ai dit, on va faire un save update. On va enabler le service DHCP et redémarrer notre OpenVox. Alors, comme vous voyez, vous pouvez lancer le reboot directement depuis votre navigateur. Alors, on va attendre le temps de redémarrage. Monsieur Jules, maintenant c'est bien pour le son. Donc, comme j'ai expliqué, cette notion-là de DHCP, vous pouvez l'utiliser dans l'environnement où il y a des soucis de DHCP, ou bien si vous voulez surtout avoir un pool dédié pour la partie téléphonie, ne pas le confondre avec votre réseau. Mais comme j'ai expliqué, il n'y a pas des notions avancées comme la partie VLAN. Par exemple, sur un DHCP normal, vous pouvez attribuer des adresses par VLAN, par des propriétés spécifiques au réseau. Mais avec l'UC, c'est plus dédié pour la partie téléphonie. On va juste voir, attendre que ça a pris un peu de temps pour démarrer. C'est bon. Alors, admin. Alors, comme vous pouvez voir, maintenant le statut il est actif pour le service DHCP. Je vais plugger mon téléphone. Allô, Hamza? Oui, Yacine. Est-ce que ça va pas faire un conflit avec le routeur, avec le serveur d'HTTP de routeur? Oui, c'est pour ça que j'ai. Bon, voilà, c'est le problème qu'on a actuellement. Alors, moi, je voulais juste voir si on peut le faire chez un peu bon, dans une pool restreinte, mais Ouais. il faut pour pouvoir nous faire le test au bout, oui, on doit arrêter le DHCP du serveur local, donc on peut pas le faire pour le moment.
Mais bon, c'est ça le principe. Vous voyez que même après l'activation de DHCP, il faut toujours redémarrer l'OpenVox pour que ça prenne en considération. Il faut être vigilant s'il y a un conflit. Et s'il n'y a pas de souci de conflit, puisque j'ai pris une pool qui est loin de notre propre DHCP, mais le serveur principal, il est toujours notre serveur actuel, donc on peut pas aller jusqu'au bout. Mais comme j'ai expliqué, vous pouvez assigner directement ici des adresses IP si vous voulez, des adresses IP figées sur quelques postes, et vous pouvez gérer les accès les clients de votre DHCP directement depuis cet onglet ici. Bon, je vais désactiver le service DHCP pour ne pas avoir de problème en interne. Après, on a la partie importante aussi, c'est la partie maintenance. Alors, dans cette partie-là, on peut voir, on peut mettre à jour notre firmware. Alors, elle est vraiment favorable d'upgrader votre firmware pour bénéficier des nouvelles fonctionnalités. Mais il faut noter que si vous voulez passer vers la dernière version, ce qui est la 4.0, vous êtes obligé de refaire la configuration. Il prend pas en charge la configuration du 2.5. Donc, par contre, vous pouvez, comme ici, vous pouvez directement updater votre firmware depuis l'internet, donc en cliquant sur Update Firmware Online, ou bien si vous pouvez, si vous voulez pas que votre UC 500 ou bien votre UC 300 soit publié sur internet, vous pouvez carrément télécharger votre version d'OS et la télécharger directement depuis le browser et updater votre firmware. Mais avant toute action d'update de firmware, il faut être vigilant et de préférence de sauvegarder de- votre, votre configuration. Pour que s'il y a un souci ou s'il y a quelques bémols, vous pouvez revenir à votre configuration. Alors pour cela, il vous suffit de partir sur Backup Restore. Vous cliquez sur Backup. Vous choisissez le support où vous voulez sauvegarder votre sauvegarde, votre configuration. Vous pouvez le faire soit sur l'SD card, soit sur la carte la- à insérer dans l'OpenVox. Il y a une partie où vous pouvez insérer une carte mémoire ou bien un USB. Vous pouvez le faire localement sur un serveur FTP. Et bien sûr, vous pouvez activer carrément des auto-backups avec une fréquence que vous souhaitez. Ça aussi, nous vous recommandons fortement de le faire, au moins faire une sauvegarde journalière ou bien bah, une fois par semaine. Comme ça, vous aurez toujours votre configuration s'il y a un souci ou s'il y a un crash de votre UC, et vous pouvez revenir aisément à la partie, à votre configuration. Il y a aussi la notion de restauration. Donc, pour restaurer, vous choisissez le fichier que vous avez déjà enregistré et vous pouvez restaurer votre configuration. Et on a le bouton où vous devez être très vigilant, c'est le reset, si vous voulez revenir à la configuration par défaut de votre IPVX. Il y a la partie login setting. Alors c'est pour choisir si par exemple vous avez déjà un service sur le port 80, sur le port 443, vous pouvez changer le port d'accès pour votre OpenVox. Par exemple ici, si on fait le 80 80 save. Vous voyez, donc j'ai perdu l'accès. Pour accéder, il faut ajouter les 2 points 80 80 et vous pouvez accéder à votre. Attends, il faut enlever le HTTPS.
on revient à la configuration initiale. Donc ensuite, actuellement, en gros, c'est les points système pratiques où vous aurez besoin à y accéder souvent pour administrer votre UC500. Comme vous voyez ici, on parle pas ni de stratégie d'appel ni de la partie téléphonie, mais c'est plus la partie système de votre OpenVox. Il y a aussi la partie importante, c'est la partie log. Donc, vous pouvez toujours vérifier vos logs. Par défaut, ils sont désactivés, les logs SIP, les IAX et tout. Alors, si vous voulez débugger ou si vous avez des problèmes, il faut que pensez d'abord à activer les logs. Pourquoi ils sont par défaut désactivés? C'est juste pour un souci de performance et de stockage parce que quand il est en train de loguer les informations, c'est de l'écriture sur disque, c'est un peu de la performance de l'OpenVox qui est utilisée. Alors, si tout marche bien, vous pouvez laisser les, les logs désactivés, mais dès que vous voulez diagnostiquer ou débugger votre système, il est de préférence d'activer les logs. En activant les logs, vous avez par exemple ici, on a les logs système qui sont activés, comme vous pouvez voir. Il y a les Asterix logs. Alors ici, vous pouvez voir les logs générés par l'Astérix. Il y a les C-Plug, donc vous pouvez suivre les appels et suivre les différents enregistrements des SIP directement via le C-Plug. Il y a aussi le FXO Monitor Log, celui-là vous permet de suivre les lignes FXO que vous avez dans votre système. Par exemple ici, si on active notre FXO Log et nos log SIP, donc on va essayer de faire passer un appel et voir ce qui se passe dans les logs. Alors, comme vous pouvez voir sur le FXO log, on a les logs de l'appel qui ont été détectés et qui ont été logués sur le système. Donc, comme j'ai expliqué, si vous n'avez pas un problème ou si vous voulez pas en train de vérifier ou de débugger, des préférences, c'est de désactiver les C-blogs. Mais si vous voulez des reportings, c'est plus d'utiliser les reportings pour ça. Les logs, c'est vraiment les laisser pour débugger, pour vérifier s'il y a, et pour diagnostiquer vos problèmes. Donc, en gros, c'est les éléments les plus que vous aurez besoin le plus à utiliser sur votre partie système. Ensuite, je voulais vous parler sur les types des lignes que, que les opérateurs peuvent vous offrir. Alors généralement, on parle de trois types de lignes principales. Il y a chez l'opérateur, il y a la ligne analogique normale. Il y a c'est ce qu'on appelle l'effexo. Cette ligne vous permet de recevoir ou d'émettre un seul appel simultané. Il n'y a pas de gymnastique d'avoir un numéro secondaire. Pour avoir un deuxième numéro, vous êtes obligé d'avoir une deuxième ligne. Bien sûr, vous pouvez faire à tout moment l'agrégation des lignes, mais généralement, il y a des soucis avec l'opérateur. Donc, de préférence, si vous avez besoin d'activer ou bien de faire des fonctionnalités avancées, à passer à les autres types de lignes. Il y a aussi les lignes GSM. On peut dire que c'est identique en quelque sorte à les lignes analogiques. Vous avez le droit d'émettre ou de recevoir un seul appel simultané.
À noter, par exemple, qu'au Maroc, vous pouvez pas avoir un seul numéro GSM avec plusieurs lignes. Par contre, dans d'autres pays, comme on a eu récemment avec la Côte d'Ivoire, il y a cette possibilité d'avoir l'agrégation de plusieurs lignes GSM avec un seul numéro. La deuxième catégorie, c'est les lignes Marnis. Alors, par exemple, au Maroc, on a deux types de lignes. Il y a l'accès de base qui vous permet d'avoir deux lignes, une seule ligne avec deux numéros, deux appels en même temps, donc soit en émission, soit en réception. Et vous pouvez avoir des SDR, des direct number. On va voir après exactement ça sert à quoi ces DID là. Il y a l'accès primaire, c'est la technologie la plus performante. Vous pouvez souscrire à des abonnements 15 ou bien 30 canaux. Alors quand je dis 15, c'est que avec votre ligne, vous pouvez recevoir jusqu'à 15 ou jusqu'à 30 appels simultanés selon votre type d'abonnement. Alors la différence entre ces différentes lignes-là, c'est aussi le coût. Alors quand on parle par exemple des lignes analogiques, le coût d'installation il est réduit. Vous avez des forfaits avantageux pour avoir des nombres d'heures à utiliser. Donc c'est très intéressant pour des utilisations, pour des bureaux, des cabinets ou bien des organismes, des petits organismes. Le GSM, on l'utilise généralement pour l'émission parce qu'il propose des tarifs très intéressants. Par exemple, au Maroc, si on prend l'exemple du Maroc, vous avez un accès illimité, un abonnement illimité avec les opérateurs qui varie entre 200 à 400 dirhams. Vous pouvez carrément avoir un abonnement international illimité zone A. Donc, quand je dis zone A, c'est principalement l'Europe de l'Ouest à un prix qui dépasse pas les 650 chez l'opérateur le plus cher et ça peut commencer à 400 dirhams chez les autres opérateurs. Donc c'est très intéressant à utiliser le GSM pour les appels par exemple sortants. Les accès primaires et les accès de base, ils sont aussi l'avantage, c'est que vous pouvez avoir avec un seul numéro plusieurs appels simultanés avec une technologie qui est très stable, avec la possibilité d'avoir des numéros directs que vous pouvez attribuer à vos différents collaborateurs, mais le coût d'abonnement, le coût d'installation, il est un peu plus élevé que si vous passez par la ligne ordinaire. Alors généralement, nous, selon votre besoin, on vous suggère d'utiliser ces notions-là de coût et de performance pour avoir un bon rapport qualité-prix. L'exemple le plus phare, c'est comme j'ai expliqué, c'est d'utiliser les GSM pour l'émission, d'utiliser l'accès primaire ou bien les lignes fixes pour la réception. Et l'avantage d'avoir... euh, D'accord, monsieur Jules, je vous donne la main pour parler. Oui, monsieur Jules, vous pouvez intervenir. Oui, bonjour. Bonjour. Une question. Vous m'entendez? On vous entend mal. Vous m'entendez mal? Maintenant, c'est mieux. Ok. Donc, la question que je pose actuellement, c'est au niveau de la concaténation des lignes téléphoniques. D'accord. Admettons que moi, d'après ce que j'ai compris du boîtier OpenROS, ça prend jusqu'à 4 lignes. Ok. Comment? Non, le l'UC500, ça peut supporter jusqu'à 8 lignes. Ok, on peut aller jusqu'à 8 lignes. Admettons que moi j'ai une compagnie et puis j'ai 4-5 lignes. Et ce que je veux, c'est que, à défaut de prendre, par exemple, un accès de base pour les appels simultanés et tout ça, moi, je souhaiterais, par exemple, concaténer, c'est-à-dire que toutes ces lignes-là ensemble pour multiplier mes chances d'appels simultanés. Est-ce que le boîtier est capable de le faire? Oui, alors si vous voulez augmenter le nombre de lignes, donc comme j'ai expliqué, pour avoir plusieurs lignes simultanées, vous pouvez utiliser les 8 lignes, par exemple de l'FX, de l'UC500, et vous demandez à l'opérateur de vous grouper les numéros. Et vous pouvez avoir un seul numéro et avoir huit appels simultanés. C'est le maximum que vous pouvez avoir avec le boîtier. Mais vous pouvez ajouter des passerelles, des gateways, dont Achraf a parlé hier, et vous pouvez ajouter des passerelles FXO et rajouter d'autres lignes. Et encore, vous pouvez recevoir toujours vos appels depuis ce même numéro. Parfait, merci. Avec plaisir. Alors comme j'ai expliqué, mais généralement si vous voulez avoir, si vous avez besoin d'avoir
plusieurs lignes simultanées. Et les fort recommandé d'utiliser les accès de base et les accès primaires, généralement les accès primaires, parce qu'ils sont faits pour ça, ils sont dédiés à faire ça. Quand vous prenez l'effexo ou bien des lignes analogiques normales et vous commencez à faire de l'agrégation, pas mal de fois vous aurez des problèmes chez l'opérateur de basculement ou bien de changement de ligne. Et ça, on l'a vécu pas mal de fois. Donc, de préférence, si vous avez besoin de la simultanéité, vous utilisez l'abonnement dédié qui est l'accès primaire ou l'accès de base. De préférence, toujours l'accès de base. Le, le deuxième, le deuxième scénario, c'est que quand on veut toujours afficher, alors l'avantage d'avoir, comme j'ai expliqué, un seul ligne, c'est que quand vous faites vos campagnes publicitaires, vous n'êtes pas obligé d'annoncer plusieurs lignes. Si vous voulez la simultanéité, vous affichez une seule ligne qui est la tête de ligne et vous pouvez recevoir tous les appels simultanés sur cette même ligne. Il y a un autre point, c'est quand vous voulez aussi faire des campagnes multiples, c'est les numéros directs ou bien les SDA dont j'ai parlé, c'est les DID number, peuvent être utilisés à ce besoin-là. Donc cette discussion, on va entamer la partie DID number, on peut voir aussi dans l'OpenVox. Alors cette DID number, alors vous pouvez l'utiliser pour diriger vos appels directement vers des extensions ou vers d'autres besoins. Alors je m'explique. Par exemple, vous êtes un bureau de consulting, vous avez un service par exemple du produit A et vous avez un service concernant le produit B et vous voulez effectuer des campagnes publicitaires pour les deux et vous voulez que les appels entrants, chaque appel soit dirigé directement vers l'équipe dédiée ou la cellule dédiée. Alors, vous configurez déjà dans les bound rules. Alors, vous faites add, la description, par exemple, équipe A. Il faut insérer le DID number. Alors, pour le DID number, il faut juste être vigilant. Si vous avez un accès primaire, le DID number n'est pas toujours le numéro, la totalité du numéro. Des fois, l'opérateur peut envoyer que 2 4 digits parce que la logique des accès primaires, c'est que lui, il y a un chemin numérique, un réseau entre votre IPVX et l'opérateur et il n'est pas obligé d'envoyer tous les numéros pour diriger votre appel. L'opérateur peut carrément utiliser que 2 digits ou 3 digits pour diriger votre appel. Alors, il faut être vigilant sur ce point-là. Checker avec l'opérateur combien de digits il va vous envoyer, ou bien vérifier avec via les logs et combien de digits vous recevez et configurer votre DID. À noter qu'à tout moment, vous pouvez demander à l'opérateur de vous envoyer l'ensemble de numéros si vous voulez l'utiliser. Alors, vous insérez le DID number, par exemple. Si on prend l'exemple où l'opérateur nous envoie que 2 digits, alors on peut faire le 20 et on va dire que les appels provenant du vin, ils seront redirigés vers, par exemple, un IVR ou bien vers une queue. On peut dire la queue, on peut la définir et on peut sauvegarder ça. Alors, ça peut être utile comme j'ai expliqué, dans des campagnes publicitaires. Ça peut être utile, par exemple, pour rejoindre. On peut prendre l'exemple d'un hôtel, par exemple. L'hôtel peut fournir la possibilité d'appeler le serveur, le service de restauration à part et le serveur accueil. Alors, ils vont afficher sur leur site les deux numéros. Vous voulez réserver, vous appelez le numéro qui termine avec 20. Vous voulez demander directement le restaurant, alors vous appelez le numéro 22. Donc, il est très utile cette point de DID et comment l'utiliser. Vous pouvez carrément, par exemple, il y a des exemples chez un hôtel où les chambres, chaque chambre a son propre DID et vous pouvez offrir ce service-là comme étant un service VIP, donc fournir à la personne dans la chambre un numéro de réception dont il peut recevoir les appels depuis l'externe. Il y a le Caller ID Number, ça aussi, c'est l'identifiant de l'appelant. Alors, c'est pas votre numéro, mais c'est la personne qui va vous appeler. Alors vous pouvez le recevoir et donc vous pouvez le recevoir et le traiter différemment. Par exemple, vous pouvez dans le Caller ID number insérer les numéros, par exemple de votre propre, par exemple je dis le directeur par exemple général, si le directeur général appelle le numéro fixe, il doit être dirigé directement vers son assistante. Alors on peut renseigner son Caller ID number, donc son numéro de GSM, et on peut appliquer une règle spécifique à ce que leur ID number.
Alors, maintenant, on peut passer à l'autre point. C'est la gestion des conférences sur l'UC 500 ou bien l'UC 300. Alors, vous pouvez le trouver dans les call features. Alors, dans les call features, on a conférence et dans la conférence, alors vous pouvez créer vos conférences. Alors, on va essayer de créer une sorte de conférence. Alors, on clique sur Add. Vous donnez un nom à votre conférence, c'est juste pour l'identifier. Là, on va faire webinaire, par exemple. Vous pouvez renseigner le nom de la personne qui va être le owner de la conférence, donc le propriétaire de la conférence. Vous renseignez le code PIN du modérateur, comme ça il doit se renseigner, il doit renseigner le code PIN avant d'y accéder à la conférence. Vous pouvez aussi ajouter un PIN pour les utilisateurs. Et les très pratique pour que pas tout le monde peut y accéder à votre réunion, surtout si vous voulez faire une conférence restreinte. Alors vous saisissez un PIN et vous le donnez à les utilisateurs et ça peut être une couche de sécurité. Alors vous pouvez aussi euh, renseigner l'heure de démarrage de la réunion. On peut dire par exemple midi 12. Et il y a la duration de la réunion. Et ensuite, on a la conférence number. Alors, conférence number, c'est le numéro de la réunion. On va voir après c'est quoi l'utilité de ce conférence number. Ça se génère aléatoirement, mais vous pouvez générer votre propre numéro. À noter que ces numéros-là ne doivent pas être identiques. Donc, ça doit être unique. Pour cela, il faut être vigilant. Donc, l'avantage de le laisser créer aléatoirement, c'est que lui, il va gérer les conflits. Mais si vous maîtrisez bien sûr votre nom, votre conférence, vous pouvez faire votre propre numérotation. Et ensuite, on a le nombre max de participants que vous voulez choisir. Alors, on peut faire le test. Par exemple, ici, on peut faire on a, c'est le 101. Faire un code PIN. Et on fait save. Vous pouvez cocher la partie que le modérateur peut annoncer ou bien peut enregistrer le, la, la, la conférence. On a la partie user option, donc on peut dire que les utilisateurs, que les autres participants peuvent aussi seulement écouter sans intervenir. Alors on peut faire save. Et pour y accéder à une visioconférence, il suffit que alors là, cette partie-là, on va voir après comment configurer votre un softphone même pour le connecter avec le C500. Alors pour y accéder à une visioconférence, il faut taper le numéro 5555. On l'appelle. Ensuite, il va vous demander, il vous demande d'insérer votre propre le numéro de la conférence. Donc vous renseignez le numéro de la conférence et à la fin vous tapez dièse. Donc vous tapez dièse. Ensuite, il peut vous demander si l'adresse PIN, si le code PIN il est demandé, il va vous demander le code PIN et vous pouvez le renseigner aussi. Donc vous renseignez le code PIN et vous pouvez accéder à la visioconférence. Alors le troisième point, il y avait une question hier sur la partie mobilité. Avec l'OpenVox. Donc, je vais partager avec vous l'ensemble de l'écran pour voir la configuration d'un IP, d'un softphone.
Monsieur Jules, d'accord. Dès qu'on finalise, il ne reste que cette partie-là du client. Et après, on vous laissera un petit moment pour passer les questions. Alors, je prends l'exemple de Zyper. C'est un outil que vous pouvez l'utiliser gratuitement et les payants est gratuit. On va essayer de configurer notre. Bon, alors je supprimerai le compte que j'ai actuellement et on va refaire la configuration. Alors, vous lancez votre softphone. Donc, ce qui est appliqué sur Zyper, il peut être appliqué sur les différents autres softphones, X-Lite ou bien le softphone de 3CX dédié pour cette partie-là. Vous pouvez l'utiliser. Alors, pour se connecter, il vous suffit d'accéder à votre IPBX, vérifier les informations de l'extension. Je prends l'exemple ici de l'extension 101. Alors, vous aurez besoin de l'extension et le code secret. Alors, l'extension, c'est 101. Vous faites arrobas, par exemple sur Zapper, vous faites arrobas et vous tapez l'adresse IP de votre IPBX. S'il y a un port spécifique hors le 50 par défaut, généralement les IPBX travaillent avec le port 50-60, mais si vous avez un port qui est un peu spécial, donc vous pouvez l'utiliser, à faire deux points. Par exemple, nous on n'utilise que le standard, donc on va faire 2 points 50-60. On va copier le secret. Le code secret, on peut toujours le simplifier si vous voulez, mais l'avantage d'avoir un code un peu compliqué, c'est pour avoir plus de sécurité. Alors voilà, il identifie le domaine. On fait next, skip. Et comme vous voyez, mon compte elle est activé. Donc je peux émettre et recevoir des appels directement depuis mon softphone. Alors on peut faire l'exemple, je vais appeler le fixe. Vous allez voir qu'on peut recevoir l'appel directement sur notre softphone. Donc ça sonne chez mon fixe. Et comme vous voyez, on peut recevoir l'appel directement sur notre softphone. On peut aussi émettre des appels depuis le softphone. Alors le point de vigilance ici, c'est que, comme j'ai expliqué, cette partie-là peut nous permettre de configurer ou bien d'avoir de la mobilité. Alors pour le faire, il faudra que vous publiez votre OpenVox à l'internet. Alors ce que je veux dire par ça, c'est que vous devez faire des redirections de port du 5060 parce que là, comme vous avez vu, le port utilisé c'est le 5060 et vous pouvez carrément faire l'adresse IP publique 2.5060 et vous pouvez configurer votre softphone. Mais le risque ici, c'est quand vous faites ça et vous avez publié votre OpenVox et vous avez fait la redirection des ports, c'est que votre IPBX elle est vulnérable à les attaques Internet. Et si vous n'avez pas un système de sécurité très important, une zone DMZ ou bien si vous n'avez pas des certificats SSL sur l'HTTPS, ça risque d'engendrer des problèmes de sécurité énormes. Et donc, de préférence, si vous voulez utiliser la mobilité, c'est d'utiliser des applications qui sont très avancées comme 3CX qui est dédié à la mobilité ou bien utiliser des comptes VPN. Alors, ce que je veux dire par là, par exemple sur les C500, vous n'avez pas besoin de publier votre IPBX, mais au lieu de ça, vous configurez un VPN sur votre réseau, vous installez l'application VPN sur votre PC, sur votre téléphone, et vous installez le softphone et vous travaillez avec les adresses IP privées. Et comme ça, vous êtes un peu sécurisé. Mais ça n'empêche que, oui, la possibilité de faire la mobilité, elle est toujours là. C'est juste, il faut prendre en considération les risques. Comme j'ai expliqué, vous faites la redirection des ports
depuis votre routeur ou bien votre firewall vers l'UC500. Vous faites l'ouverture des ports et vous configurez votre softphone avec, au lieu de taper le 192.168.1.201, vous tapez l'adresse IP publique que vous avez et vous pouvez utiliser la mobilité. Et la deuxième alternative, comme j'ai expliqué, c'est via les VPN. Alors là, vous n'avez rien à changer. Vous installez juste les VPN dans votre poste ou dans votre téléphone et vous pouvez faire la téléphonie. Alors c'est ok, c'est bon pour cette session-là. Je laisse Monsieur Julie veut poser des questions et après on peut ouvrir pour demander d'autres questions. Monsieur Jules, on vous entend? Parfait. Donc, la question que je me posais tantôt, c'était au sujet des conférences. Oui. J'ai vu que l'organisation des conférences se font directement dans les ITBX. Oui. Donc, je me demandais si un usager X pourrait, à partir de ton poste téléphonique, organiser une conférence. Non, il ne peut pas programmer une conférence. Ce qu'il peut faire, c'est de faire des conférences call. Ça veut dire il peut appeler plusieurs personnes. Ça, on peut le faire avec les raccourcis du clavier. Mais pour organiser une conférence du vent de forme, c'est obligatoire de la faire via le navigateur, donc via le console d'administration. Donc, généralement, c'est un administrateur qui doit organiser les conf calls. Parce que dans le fond, c'est que nous autres, comme je le dis, on peut peut-être on peut ne pas avoir un IT forcément dans une organisation, dans une petite PME pour faire tout ça. Est-ce qu'il y a une option pour permettre, n'est-ce pas, à un usager X et Y de le faire de façon facile, sans forcément qu'on ait recours à la qui est ça, public. Oui, alors on a la notion de user permission. Je vais vérifier avec vous, pour être honnête, on n'a jamais fait exactement ça. Mais on peut voir, est-ce qu'on peut... Groupe de permission. Est-ce qu'on peut donner une permission de... Quand vous voyez... Oui. Alors, on peut faire ça. Vous pouvez être sur le groupe de permission, de créer un groupe de permission dédié à les call features. Donc, comme vous voyez ici, vous pouvez tout décocher, lui laisser que la partie conférence. Et il peut s'authentifier, au lieu de s'authentifier avec l'administrateur, il s'authentifie avec son extension et il aura la main de voir que la conférence. Donc c'est possible de faire ce détour-là. Merci. D'accord. Pour ça, monsieur. Oui, monsieur Morat, vous avez une question? Bonjour tout le monde. Vous m'entendez? Le son, c'est clair? Oui, maintenant c'est bien. Alors, j'ai pas eu l'occasion de commencer dès le début. Alors, j'ai une question sur la taxation et le quota. Est-ce que vous avez déjà entamé ce sujet ou non? Là, on n'a pas encore traité ce sujet, ça Non. peut être traité dans des webinaires à venir, oui. C'est un sujet très intéressant. On peut voir comment gérer la quota et les taxations via l'OpenVox. Donc, c'est pas programmé pour cette session? Non, ça n'était pas programmé pour cette session. Alors, Et dans la cette message... session, on a vu, sur cette session, on a vu la partie. Alors, je peux projeter. Attends, j'enlève juste en double. Alors, on a vu la configuration partie système, donc comment configurer par exemple le DHCP sur l'OpenVox, comment configurer l'adresse IP d'OpenVox, les différentes méthodes de configuration, la partie maintenance, donc tout ce qui est backup, restauration et reset et update du firmware, donc vraiment la partie système. On a fait une petite revue sur les types de lignes proposés par les différents opérateurs. Donc, on n'a pas parlé des parties mais surtout sur la partie ligne analogique, donc tout ce qui est GSM, ligne FXO, Oui. accès de base, accès de Marnis. On a parlé de la notion d'ID number et la visioconférence et la configuration de softphone et un peu sur la mobilité. Donc, on peut voir les autres. Voilà, je vais voir avec Yessine, avec Innova Group. On peut organiser notre session pour voir les autres briques. Donc, tout ce qui est taxation. Et j'ai entendu dire aussi, vous voulez voir la partie messagerie vocale, c'est ça? Messagerie vocale, fax. D'accord, je note ça et on peut l'organiser
dans une séance ultérieure. Inch'Allah. Merci Inch'Allah. beaucoup. Avec Merci. plaisir. Merci. Je sais pas, est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, reste la sauvegarde de la réunion, de cette réunion pour Oui, avoir. oui, on a lancé l'enregistrement et je vais demander à Yacine de vous envoyer tous l'enregistrement. Ok, merci. Merci. Alors, si personne n'a Bonjour, d'autres bonjour les questions. amis. Bonjour. Allô, bonjour. Ok, bon, juste pour le sauvegarde, donc ça sera traité dans le week-end, donc sûrement la semaine prochaine, il sera déjà en ligne. Donc vous pouvez s'abonner à la chaîne YouTube et ben, comme ça vous allez recevoir des notifications dès que l'enregistrement du webinaire sera mis en place. D'accord. Il y a un autre point qu'on n'a pas traité quand on a discuté sur les lignes analogiques. Donc, il y a aussi les accès SIP-Trunk. Ça aussi, on peut le configurer sur notre OpenVox. Et on a toujours la même logique. On peut avoir des SDA depuis les SIP-Trunk, mais la tarification et tout, ça dépend de l'opérateur. Donc, l'avantage de les SIP-Trunk, c'est la portabilité. Et c'est de pouvoir avoir des numéros d'autres pays sur votre propre IPv6. C'est généralement ça. Et l'avantage des lignes fixes, c'est les lignes analogiques, c'est principalement le coût des fois. Et aussi c'est cette flexibilité de gérer selon le besoin, les abonnements possibles et tout. Donc je sais pas, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je sais pas, est-ce que Yacine aussi a d'autres mots à ajouter ou bien c'est bon, on peut clôturer notre... Ben, ok, donc les amis, donc s'il n'y a pas de questions, donc je crois qu'on remercie Monsieur Hamza Al-Galawi. Donc c'est la société Conseil for IT. Donc on le remercie pour sa présentation. C'est sa première participation dans ce programme de webinaire, donc il ne sera pas la dernière. Donc chaque semaine aura une formation pour lui, donc consacrée pour lui. Ok, donc voilà, donc je vous remercie pour votre temps et voilà, donc restez connectés à notre communauté, ben, comme ça, donc même si vous avez des sujets, donc si vous trouvez des lacunes, etc., vous pouvez nous contacter et comme ça, on va essayer de programmer le maximum des sujets plus intéressants pour l'intérêt de la communauté. En fait.